Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle on va traiter un hacheur de cadran réversible en tension. Donc il s'agit d'un hacheur constitué de deux interrupteurs commandés T1 et T2 et de deux diodes, c'est-à-dire deux interrupteurs autonomes. Bien, on désire alimenter un moteur, donc modélisé par une bobine en série avec une force contre-électromotrice E' et une résistance interne, petit r, en série. Bien, ces deux interrupteurs sont commandés à l'ouverture et à la fermeture de façon simultanée. Donc, simultanément. Le rapport cyclique, c'est 0,6, c'est-à-dire pendant la durée alpha t, nous avons fermeture de ces deux interrupteurs. Et pendant la deuxième partie de la période, c'est-à-dire entre alpha t et t, nous avons ouverture de ces deux interrupteurs. Donc, on nous demande dans la première question de dessiner le chronogramme de la tension V aux bornes du moteur. En quoi le hacheur est-il réversible et pourquoi la source doit être réversible en courant, c'est-à-dire pourquoi il doit être de la famille batterie. Bien, pour dessiner le chronogramme de la tension V, ici, on va distinguer le cas où les interrupteurs sont fermés et le cas où les interrupteurs sont ouverts. Pour cela, on va dessiner le parcours du courant électrique dans les deux situations. Alors, dans la première situation, vous pouvez le voir ici, dans le premier schéma, nous avons les deux interrupteurs fermés, donc ils sont équivalents à des fils. Ici, la diode D1 est polarisée en inverse parce que le potentiel ici est plus grand que le potentiel au niveau de l'anode. Donc V anode est supérieur à V cathode et par suite la diode D1 ne laisse pas passer le courant dans ce sens. Et donc ce courant-là va circuler dans ce sens-là, il traverse le moteur, il va arriver ici et puis il va poursuivre son chemin. Alors pourquoi il va dans ce sens-là et non pas dans ce sens? Alors, lorsque je constate ici, si je compare ce potentiel et ce potentiel, quel est le plus faible? Le plus faible, c'est celui-là. Et donc le courant va passer de ce potentiel-là qui est assez grand, et donc il va passer vers le potentiel le plus faible et il continue son chemin pour faire la boucle. Dans la deuxième phase, ces deux interrupteurs sont ouverts, donc le courant résiduel dans la bobine, il va poursuivre son chemin parce qu'il y a continuité, donc il ne va pas s'inverser parce que le courant initialement est dans ce sens. Vous pouvez le constater. Il est initialement dans ce sens, donc il va poursuivre son chemin par continuité. Et donc, il va arriver ici, et lorsqu'il arrive ici, il trouve ce transistor-là, ce deuxième transistor, il va le trouver ouvert. Et donc, il ne va pas passer dans ce sens, mais plutôt, il va traverser la diode D2 et poursuivre son chemin pour retraverser la source, mais dans le sens inverse. Voilà, donc vous pouvez constater ici que cette source-là est parcourue par le courant électrique dans un sens, c'est-à-dire ici dans le fonctionnement générateur, et puis elle est traversée par le courant dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le fonctionnement récepteur. Et donc cette source-là doit être vraiment réversible en courant. Bien, maintenant concernant la réversibilité, puisque la tension V, lorsqu'on dessine la tension, alors lorsque cet interrupteur-là est fermé, c'est-à-dire ce potentiel est égal à celui-là. C'est l'extrémité de la flèche V. Et ce potentiel est égal à celui-là. Et donc, ce point-là, c'est aussi ce point. C'est-à-dire, l'origine de V, c'est ce point-là. Et par suite, V est égal à E. C'est ça. Donc, c'est ce point-là. Et dans le cas inverse, nous avons V, c'est-à-dire ce point-là, c'est aussi ce point parce que cette diode-là est passante. Et donc, nous aurons l'extrémité de V coïncide avec l'origine de E et l'origine de V coïncide avec ce point-là, c'est-à-dire avec l'extrémité de E. Donc, la relation entre V et E, c'est V égale
moins E. Et lorsqu'on dessine le chronogramme de V, nous avons ici entre 0 et alpha t la valeur E. Et entre alpha t et t, c'est la valeur moins E. Donc voici le chronogramme de V. Vous constatez ici que V est, pendant une phase, elle est positive, ou pendant la deuxième phase, elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V change de signe pendant une période. Et donc il s'agit d'un hacheur réversible en tension. C'est-à-dire qu'il permet de commander un moteur en inversant la tension aux bornes de ce moteur. Ok. On passe maintenant à la deuxième question. Exprimer la valeur moyenne de V en fonction de alpha et E. Faire l'application numérique. En déduire la valeur de la force contre-électromotrice E'. Maintenant, pour déterminer la valeur moyenne, il suffit de calculer l'intégrale de V de t dt entre 0 et t. Pour cela, on applique la formule. Donc nous avons V de t égale 1 sur t intégrale de V de t entre 0 et t. Et on décompose cet intervalle-là, et donc on obtient ces deux éléments. Le premier élément va donner alpha fois E, et le deuxième, il va donner moins E sur t, facteur de t moins alpha t. Et par suite, on simplifie par t, et on obtient au final V en valeur moyenne, c'est 2 alpha moins 1 E. Pour l'application numérique, il suffit de remplacer alpha par 0,6 et E par 500 volts. Et donc on obtient V égale, en valeur moyenne, c'est 100 volts. Bien, maintenant pour déterminer E', il suffit de revenir à la loi des mailles en écrivant V égale RIL plus L d de IL sur dt plus E'. Et en passant à la valeur moyenne, on obtient la valeur moyenne de la chute ohmique, c'est-à-dire ça. La valeur moyenne de cette quantité est nulle car IL est une fonction périodique et pour toute fonction périodique, la valeur moyenne de la dérivée est nulle parce que le courant est croissant dans une phase et décroissant dans l'autre phase et on obtient une valeur moyenne est égale à 0. Ensuite, la valeur moyenne de E', c'est E', puisque E', en fait, c'est une constante. Puisque E' est une constante, donc la valeur moyenne de E', c'est E'. Et par suite, la valeur moyenne de V, c'est E' qui est égale à 100 volts. Bien, on passe maintenant à la question 3. Écrire l'équation différentielle vérifiée par le courant IL pendant la charge, calculer la constante de tantôt et la comparer à T. Et puis, il faut vérifier que la chute ohmique est négligeable devant les autres termes. Et puis, on va tenir compte de cette approximation dans les questions 4, 5 et 6. Bien, maintenant, en écrivant la loi des mailles, on obtient L d de IL sur dt plus RIL plus E' égale à E. Et on ajuste les expressions et puis on obtient une équation différentielle ayant cette forme-là. On est familiarisé avec ce genre d'équation différentielle. Avec taux égale L sur R, vous le savez. Et E', on l'a déjà vu, c'est 2 alpha moins 1 fois E. Donc l'équation différentielle va devenir d de IL sur dt plus IL sur taux égale à 2 facteurs de 1 moins alpha E. Pourquoi? Parce qu'on a calculé la différence. Donc c'est E moins cette quantité. Alors E moins 2 alpha moins 1 E, ça va donner 2 en facteur. Donc 2 parce que 1 moins moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1. Donc c'est 2 alpha moins 2. 2 moins 2 alpha. Et par conséquent, on obtient ce second membre, 2 facteurs de 1 moins alpha sur L fois E. Maintenant, en termes d'ordre de grandeur ou de valeur numérique, on calcule taux, c'est L sur R. L égale 28 millihenry, donc c'est 28 10 moins 3. Petit r, c'est 2 ohms. Le calcul donne 14 millisecondes. Pour la période T, c'est 1 sur F, 1 sur la fréquence, et la fréquence vaut 10 kHz d'après l'énoncé. Et donc, on obtient 0,1 millisecondes. Et par conséquent, on peut tirer que taux est très grand devant T.
Lorsque taux est très grand devant t, ça veut dire que ce terme-là est négligeable, ce terme est négligeable devant d de il sur dt et le second membre. Et par suite, je peux écrire que d de il sur dt, c'est approximativement égal à 2 facteur de 1 moins alpha e sur L. C'est ce que nous obtenons ici. Et par intégration, on obtient une fonction affine. Et ça veut dire que le courant IL croît de façon linéaire à partir d'une valeur minimale I min pendant la première phase, c'est-à-dire pendant la phase de charge. Ici, la phase de charge, c'est-à-dire que la bobine est alimentée. La phase de décharge, c'est-à-dire que l'énergie stockée dans la bobine va se dissiper, c'est-à-dire elle sera restituée au circuit. Bien. On passe maintenant à la question 4. Sur un même graphe, on nous demande de dessiner l'allure de la courbe des variations du courant IL et de la tension VL aux bornes de la bobine. Bien sûr, ici, on va se baser sur ce que nous avons déjà vu. Voilà. Donc, pendant la première phase, c'est-à-dire entre 0 et alpha t, l'équation différentielle s'écrit sous cette forme-là. Donc, d de il sur dt égale à cette quantité. Et donc, qui s'intègre en cette expression. Et donc, on voit que ce coefficient-là est positif. Ça veut dire que il est une fonction croissante à partir d'une valeur minimale I min. Entre alpha t et grand t, nous aurons d de il sur dt égale à moins e. Pourquoi moins e? Moins e, moins e prime. Parce que le second membre, c'est v. Et donc v en valeur moyenne, elle va donner une fois e et une fois moins e. Et donc on obtient moins e prime. Moins e prime, lorsqu'on calcule e plus e prime, on obtient ça, ce qui donne 2 alpha e. Et par suite, le second membre, c'est moins 2 alpha e sur L. Équation qui s'intègre simplement en moins 2 alpha e sur L facteur de t moins alpha t plus Imax. Alors, pourquoi j'ai fait cette translation? C'est seulement pour vous dire que lorsque t égale alpha t, c'est-à-dire on a un pic, c'est-à-dire on a un pic pour t égale alpha t, le courant arrive à sa valeur maximale. Donc, pour que IL soit égal à Imax, il faut que t soit égal à alpha t. C'est pourquoi j'ai écrit directement l'expression du courant sans passer par le passage condition initiale, remplacer le courant, le temps, etc. Donc on peut l'écrire directement de cette façon-là, c'est plus simple. Maintenant, pour VL, il suffit d'écrire qu'entre 0 et alpha t, la loi des mailles donne VL plus E' égale à E. Ici, vous pouvez le constater, on a négligé la chute ohmique, c'est-à-dire le terme en RI. Donc, en négligeant ce terme-là, on obtient VL plus E' égale à E. Et par suite, VL égale à E moins E', et on remplace E' par son expression, ce qui donne 2 facteurs de 1 moins alpha E. Numériquement, ça donne 400 volts. Maintenant, entre alpha t et grand t, c'est-à-dire dans cet intervalle-là, entre alpha t et grand t, VL plus E' égale moins E parce que la tension V s'inverse. Et par suite, VL égale à moins E plus E' qui est égal à moins 2 alpha E. Numériquement, elle donne moins 600 volts. Et donc, la tension V va passer de 400 volts jusqu'à moins 600 volts. Elle va demeurer dans cet état, et puis à l'instant t égale grand T, c'est-à-dire au bout de la période, elle va basculer de la valeur moins 600 volts à la valeur 400 volts. Et donc on aura cette tension-là, et puis on peut calculer sa valeur moyenne qui est sûrement non nulle. Pour le courant, il varie dans cette fourchette-là, limitée par I min et Imax. Donc c'est une fonction croissante dans la phase de charge et c'est une fonction décroissante dans la phase de décharge. Bien. On peut maintenant dessiner l'allure, c'est la question numéro 5.
on nous demande de dessiner l'allure de la courbe de I. Et puis, on calcule sa valeur moyenne. On a déjà la courbe de I dans le graphe précédent. Le calcul de la valeur moyenne passe par c'est-à-dire les expressions de I pendant les deux phases. Bien. Alors, le courant I, il est une fois égal à IL, mais une deuxième fois, c'est moins IL. Donc, le courant I, il est égal à IL ici, et il est égal à moins IL, donc IL c'est ça, le moins de IL c'est ça. Donc, ça c'est IL, moins IL c'est cette quantité-là, par symétrie. Donc, on peut faire la symétrie. Le symétrique de ce point c'est celui-là, et le symétrique de ce point c'est celui-là. Donc, lorsqu'on fait la symétrie, on obtient ce morceau-là croissant. Donc, il est croissant dans cette phase, puis bascule jusqu'à moins Imax, et puis il croît. Puis, il passe à Imin, il croît jusqu'à Imax, etc. Donc, le courant I, c'est la courbe en rouge présentée ici. Maintenant, pour calculer la valeur moyenne de I, il suffit d'écrire que c'est 1 sur T fois bien sûr, l'intégrale. Et lorsqu'on fait le calcul, on obtient 1 sur T, facteur de alpha, Imax moins Imin sur 2. Donc ça, c'est la valeur moyenne de IL. Et moins, donc moins 1 moins alpha T fois la valeur de IL. Et donc on a, si vous voulez, deux phases. Donc la valeur moyenne de I, c'est la valeur moyenne de IL dans cette partie-là. Donc c'est Imax moins Imin sur 2. Et puis, il faut multiplier la valeur moyenne par 1 moins alpha. Donc ici, vous pouvez, lorsque vous faites l'intégration, donc c'est l'intégrale entre 0 et alpha t, entre 0 et alpha t, vous obtenez l'expression de IL, ce qui donne ce terme-là. Et entre alpha t et grand T, vous obtenez I égale à moins IL, et donc vous remplacez l'expression de IL. Et vous faites l'intégration. Bien sûr, l'intégration d'une fonction affine, elle est faite de façon assez simple, et on obtient cette expression. Et puis, on remplace, donc lorsqu'on remplace ici, on développe si vous voulez, lorsqu'on développe, on obtient ici Imax moins Imin en facteur, et il reste alpha t moins 1 moins alpha t, ce qui donne alpha facteur moins 1 moins alpha, et on simplifie par grand T. Donc le grand T disparaît. Et finalement, on obtient une valeur moyenne du courant I égale à 2 alpha moins 1 sur 2, facteur de Imax moins Imin. Et c'est une quantité qui peut être positive ou négative, donc ça dépend du rapport cyclique alpha. Donc, si alpha égale 1, donc lorsque alpha égale 1, ça donne combien? Donc 2 moins 1, c'est donc une valeur moyenne égale à 0. Et si alpha égale moins 1, si alpha égale 0,5, 2 fois 0,5, donc 2 sur 2, 2. Pour alpha égale 0,5, on obtient 2 sur 2, c'est-à-dire 0. Pour alpha égale 1, on obtient 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est donc 2 moins 1, c'est 1, divisé par 2, donc c'est 1 demi, facteur de Imax moins Imin. Et pour alpha égale 0,25, par exemple, 0,25, 2 fois 0,25, c'est 2 sur 4, et donc on obtient une valeur moyenne qui est négative. Voilà, donc cette valeur moyenne est algébrique. On passe maintenant à la dernière question. Calculer l'ondulation en courant, c'est-à-dire delta I qui est égal à Imax moins Imin. Donner deux conditions limitant le choix de la fréquence de hachage. Maintenant, lorsqu'on calcule le taux d'ondulation, l'ondulation plutôt, en fait, ici il y a une erreur, donc le calcul ici de delta IL. Donc je vais vous envoyer le lien de ce document-là, donc ce document PDF.
Donc pour t entre 0 et alpha t, on a l'expression de IL. Donc Imax est obtenu lorsque t égale alpha t. Donc on remplace et on obtient Imax égale à cette quantité. Or delta IL c'est Imax moins Imin, c'est-à-dire cette quantité. Et donc on obtient ça. En remplaçant grand T par 1 sur F. Et donc delta IL c'est 2 alpha facteur de 1 moins alpha E divisé par FL. Et lorsqu'on calcule delta IL, on obtient 0,86 ampères. Bien, si on compare le delta IL avec la valeur moyenne de IL, lorsqu'on compare delta IL avec la valeur moyenne de IL, c'est-à-dire en faisant le rapport, on obtient le taux d'ondulation. Ce taux d'ondulation dépend d'un certain nombre de facteurs. Alors, comment jouer sur le taux d'ondulation? Donc, il faut soit vérifier le rapport cyclique, soit faire varier L, mais étant donné que nous avons un moteur, c'est-à-dire le L est fixé. Soit on ajoute en série, avec L, on ajoute une bobine de lissage. Et généralement, cette bobine de lissage a une grande valeur, et donc au lieu de L, on obtient ici L plus L lissage. Et lorsqu'on remplace ici, on obtient un delta IL qui est assez faible. Et c'est à notre intérêt de diminuer le taux d'ondulation. Et la fréquence F, on peut jouer sur la fréquence F, mais on est limité par un certain nombre de phénomènes. Alors, parmi les contraintes essentielles ou principales qui limitent le choix de la fréquence, c'est-à-dire qui posent un certain nombre d'exigences, c'est que si on choisit F faible, pour F faible, on obtient un delta IL grand. Et si delta IL est grand, on risque d'avoir Imin égale 0. C'est lorsque Imin égale à 0, c'est-à-dire on aura une annulation du courant. Et lorsque le courant est annulé, ça veut dire que le moteur va tourner à grande vitesse. Et par suite, on risque d'emballer le moteur. Maintenant, si on choisit F grand, cela signifie que les interrupteurs doivent commuter rapidement, c'est-à-dire un certain nombre, plusieurs milliers de fois par seconde. Imaginez que vous avez un certain nombre d'interrupteurs, par exemple 10 interrupteurs, dans le circuit complet qui alimente le moteur, et vous avez plus de 1000 commutations par seconde. Et vous savez que les commutations consomment de l'énergie. Bien que cette énergie est assez faible, mais le nombre qui est incroyable, qui est un nombre très très grand, cela signifie que nous avons des pertes thermiques qui sont excessives. Et ce qui va imposer d'utiliser des circuits d'évacuation d'énergie, y compris des ventilateurs, pour protéger les circuits principaux de la maquette. Et ceci, bien sûr, va coûter cher au fabricant et par suite à l'utilisateur. Voilà. Donc, avec cet exercice, on peut résumer, si vous voulez, le fonctionnement de ce hacheur réversible en tension. Donc, il va nous permettre d'alimenter un moteur, mais avec une tension V qui peut changer de signe. Mais dans tous les cas, vous avez un courant électrique qui traverse le moteur dans le même sens. Donc le IL, vous l'avez déjà constaté, il est toujours positif. D'après ce graphe-là. D'après ce graphe, le IL est toujours positif. Ça veut dire que IL garde le même signe. Et ceci découle du fait qu'il s'agit d'une machine à courant continu, c'est-à-dire un courant qui garde le même signe, c'est-à-dire il traverse la machine toujours dans le même sens. Voilà, donc je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.